Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle revue de l'Amérique latine pour le mois de juin 2025. On va voir ce qui s'est passé, encore une actualité très riche pour l'Amérique latine pendant que au Proche-Orient, les tambours de guerre grondent. Je rappelle d'ailleurs, en parlant de Proche-Orient, que le 5e anniversaire des deux rives que nous allons faire à Bordeaux aura lieu très bientôt, puisque ça sera le 27 juin 2025 à 6h30, 14 rue des Douves à Bordeaux, dans le siège de l'Université populaire, où nous tiendrons la conférence Amérique latine entre Israël et la Palestine. Ça n'a jamais été autant d'actualité, donc nous vous invitons évidemment à participer avec nous. L'apéro et le gâteau sont offerts, voilà. Nous serons avec Maurice Lemoine, Myriam Laribi, Gloria Vergès et moi-même pour cette conférence qui sera en plein dans l'actualité. Comment l'Amérique latine réagit face au conflit au Proche-Orient, quels sont les liens de l'Amérique latine avec Israël, avec la Palestine. Voilà, c'est des questions d'actualité avec une perspective non occidentale. Nous vous invitons, si vous ne pouvez pas venir parce que vous êtes loin de Bordeaux, invitez un ami qui habite dans la Nouvelle-Aquitaine, dans la Gironde et aux alentours, ou alors prenez votre voiture. Donc voilà. Nous vous attendons en tout cas à Bordeaux le 27 juin, vendredi 27 juin 2025. Voilà. J'en profite aussi pour remercier tous les donateurs des deux rives, les gens qui nous suivent, les gens qui nous soutiennent aussi financièrement. Nos reportages ont un coût, tout un coût. Si vous aimez avoir cet autre point de vue sur ce continent si décrié, si oublié, nous n'avons de cesse que de remercier ceux qui nous soutiennent et vous inviter dans la mesure de vos moyens à faire de même en allant sur le site lesdeuxrives.info, à cliquer sur soutenez-nous et nous faire un don dans la mesure de vos moyens. Voilà. Alors ceci étant dit, comme je l'ai dit, une actualité encore très riche en Amérique latine ce mois-ci. Mais avant ça, je voudrais avoir une pensée pour quelqu'un qui vient de nous quitter et qui a été très important pour l'Amérique latine, pour le monde entier en réalité et aussi pour moi-même. Il s'agit de Bernard Cassen, puisque Bernard Cassen donc nous a quittés ces jours-ci. Et Bernard Cassen, donc inventeur de l'altermondialisme, on se rappelle, inventeur des forums sociaux mondiaux, une personne qui a beaucoup compté en Europe avec ses analyses, bien évidemment, mais aussi en Amérique latine, où il était très écouté par tous les dirigeants du début de la première décennie du XXIe siècle, les dirigeants de l'Amérique latine progressiste, nationale populaire, qui voulaient changer le monde, qui reprenaient les mots d'attaque. Un autre monde est possible, fondé aussi par Bernard Cassen et Ignacio Ramonet. Voilà, c'est une personne qui, évidemment, pour son activité en Amérique latine, que j'ai été amené à rencontrer plusieurs fois et avoir l'honneur de rencontrer, bien entendu, et de pouvoir discuter avec lui, un grand intellectuel, une plume, alors là, hors pair, un orfèvre de la langue. Voilà, Bernard Bonvent, tu nous as beaucoup apporté en règle générale et en particulier. Voilà. Alors je fais une transition tout de suite sur une petite rubrique que j'ai inventée, c'est la rubrique les chiffres. J'aime beaucoup les chiffres. Donc je vais vous donner quelques chiffres. Alors ces chiffres ce mois-ci concernent uniquement le Venezuela. Évidemment, j'en trouverai d'autres qui concernent l'Amérique latine. On y va, j'en ai deux. Attention, tenez-vous bien, je les répéterai parce que ça peut paraître un peu bizarre. 322,5 millions de dollars que les États-Unis ont dépensé dans le gouvernement Guaido et son État imaginaire. Ça représente plus de 3 fois le budget annuel de fonctionnement de l'Organisation des États américains. Voilà, de l'OEA, qui est de 90 millions de dollars. Voilà, donc où est passé l'argent? Ça, les Vénézuéliens d'opposition, je pense, pourront demander à la bande de voleurs qui a gravité autour de Guaido, qui s'était accaparé cet argent. Alors cet argent, c'est une toute petite partie en réalité, puisqu'il y a eu aussi de l'argent détourné à travers leurs ONG
et notamment les ONG qui ont reçu énormément d'argent de la part de l'ONU, de la part de l'Union européenne. Hein. L'Union européenne, c'est 2,5 milliards de dollars ponctionnés sur vos impôts pour aller dans les poches des mafieux qui entouraient Guaido. Voilà. Donc 322 millions de dollars dépensés dans le gouvernement de Guaido, 3 fois le budget d'une organisation supranationale et du continent américain. Voilà. Deuxième chiffre, qui concerne toujours le Venezuela, c'est un chiffre que j'ai vu dans le journal El País. Donc on ne peut pas accuser El País d'être un journal pro-chaviste. À cause du blocus, qui a provoqué donc une baisse de la qualité de vie au Venezuela et qui a incité un grand nombre de Vénézuéliens à migrer, le Venezuela a perdu 55,3 millions d'années de scolarité. Je vais répéter le chiffre. 55,3 millions d'années de scolarité cumulées. Voilà. Comment vous faites pour développer le pays quand vous avez perdu 55,3 millions d'années de scolarité? C'est-à-dire qu'il faut recommencer. Voilà. Et bien évidemment, pour tous ceux qui disent « Ah, regardez, le gouvernement Venezuela fait rien. » Si, il fait. D'ailleurs, l'économie est repartie au Venezuela, mais elle est repartie sans les 55,3 millions d'années de scolarité que le blocus a volé au pays. Voilà. Voilà pour les chiffres. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous avez vu, j'étais un petit peu absent ces derniers temps. Alors en fait, c'est parce que j'étais en déplacement. Alors ça se ressent généralement dans la fréquence des publications. Toujours est-il que j'étais en déplacement en Colombie. Alors pas du tout pour faire un reportage, pour assister à un congrès et puis bon, revoir des personnes dans ce pays que j'aime tant. Hein, la Colombie, j'adore ce pays. Hein, un jour, j'espère arriver à trouver la réponse au pourquoi un peuple si accueillant, si sympathique, si conciliant, si gentil a des formes de résolution de conflits si violentes. Voilà un paradoxe, comme beaucoup d'ailleurs dans ces pays. Et alors, la Colombie, alors j'ai été très bien accueilli, si on peut dire, puisque j'ai passé une semaine en Colombie, une semaine assez chargée. Je n'y allais pas pour l'actualité, je répète. J'ai été accueilli par un séisme de 6,3 à Bogota. Ça tremble, c'est long, c'est pénible. Heureusement, il n'y a pas eu de mort. Par contre, en revanche, le lendemain, nous avons eu un attentat contre un candidat à la présidence. Je rappelle qu'il y aura des élections présidentielles en 2026. Candidat qui est au bord de la mort aujourd'hui, qui a reçu 2 balles dans la tête. Ça n'était pas arrivé en Colombie depuis assez longtemps. Alors même si, je dirais presque, hein, sans offenser les Colombiens qui nous regardent, mais que c'est presque une tradition colombienne, hein, le nombre de Gaëtan à Galan, en passant par les candidats dans d'autres pays tués par des mercenaires colombiens comme Villavicencio en Équateur ou le président Jovenel Moïse en Haïti, hein, tuer des candidats à la présidence ou des présidents est presque une tradition dans ce pays. Néanmoins, ça n'était pas arrivé, je crois, depuis 24 ans en Colombie. Et donc, évidemment, c'est une tragédie. Alors, c'est un pré-candidat du Centre démocratique, dont le parti d'ultra-droite qui abrite notamment l'uribisme. Néanmoins, et en dehors de son patronyme, le sénateur Miguel Uribe Turbay n'a rien à voir avec l'ancien président Uribe. Il vient d'une famille de l'establishment politique colombien. Son grand-père a été président de la Colombie. Sa mère avait été assassinée par Pablo Escobar. Et donc, voilà, il a reçu 2 balles dans la tête par un tueur à gages de 14 ans. 14 ans, hein. On se croira à Marseille. Alors évidemment, je ricane jaune, évidemment. Alors le tueur à gages n'a pas été assassiné. Je dirais presque pas encore. Il est emprisonné. On verra pendant l'enquête où est-ce que ça aboutira. Pour l'instant, alors évidemment, les spéculations vont bon train. Les médias colombiens accusent les guérillas. Certains accusent des cartels de la drogue.
D'autres aussi disent que le tir est venu de son propre camp, c'est-à-dire que ça devenait une personnalité gênante pour des pré-candidats du camp de la néolibérale et coloniale colombien. On va pas faire de spéculation ici, en tout cas on reviendra sur cette enquête pour essayer de comprendre. Si vous voulez me donner mon point de vue, je dirais que je ne suis pas dans l'enquête, je n'ai parlé avec aucun policier, ni membre du bureau du procureur, ni personne, jusqu'avec certains contacts politiques qui laisseraient eux à entendre que effectivement le coup et le tir pourraient venir de son propre camp, puisqu'il était un candidat un peu à la marge du centre démocratique. Nous verrons. Nous reviendrons là-dessus en tout cas. En tout cas, ça ne s'est pas arrêté là, puisque quelques jours après l'attentat contre Miguel Uribe, il y a eu 24 bombes, alors que moi-même je quittais Bogota pour aller à Cali. Il y a eu 24 attentats à la bombe dans la ville de Cali et ses alentours. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe en Colombie? Non, on assassine un... Alors le tremblement de terre, on n'y peut rien, mais un candidat assassiné, 24 bombes dans la 3e ville du pays, 4e ville du pays, et la veille du déplacement du président Petro dans cette même ville pour tenir un meeting public, et évidemment dans un contexte politique tendu, qui peut expliquer aussi beaucoup de choses, et donc nous allons revenir là-dessus. Alors évidemment, j'étais pas venu pour ça, on va dire. Évidemment, hein, la force des choses a été que j'ai dû un peu regarder de plus près ce qui se passait. Alors, la Colombie vit une situation politique tendue. Je rappelle que le président Petro n'a pas la majorité au Parlement, hein, et il lui est très difficile de faire avancer des mesures de changements radicaux pour lesquels il s'est fait élire. Voilà. Or, il se trouve que il voulait faire avancer alors une réforme laborale, une réforme du Code du travail, une réforme du système de retraite et une réforme du système de santé. Alors, le système de retraite, c'est des réformes très timides, hein, très timides. Enfin, si on prend, on va dire, un changement révolutionnaire, mais Petro n'est pas arrivé arme à la main en faisant une révolution, hein, il est arrivé par les urnes avec une situation défavorable au Parlement, avec aussi une situation au sein des institutions étatiques qui ne le favorisent pas. Voilà, donc c'est très difficile de faire avancer ses pions et sa politique. Il faut être très habile. Les médias sont absolument tous contre le président Petro, donc d'où un peu la timidité des réformes par rapport à d'autres pays qui ont été beaucoup plus radicaux dans d'autres périodes et avec un autre rapport de force. Néanmoins, même ces réformes timides sont bloquées par l'oligarchie colombienne et leurs représentants politiques. Et donc le combat, là, c'est constitué autour de la réforme du Code du travail. Alors, encore une fois, c'est revenir à un Code du travail tel qu'il était dans les années 90, avant que les néolibéraux le cassent, avant que l'ex-président Uribe ne détruise complètement les conventions collectives, les relations laborales et instaure un néolibéralisme sans frein qui ne favorise que les grandes entreprises. Et donc, l'idée était de revenir avec un renforcement des droits syndicaux, avec une baisse de la journée de la semaine de travail, de passer de 47 heures à 42. On n'est pas aux 35 heures, hein. Mais de renforcer la sécurité sociale, notamment pour le secteur informel, pour les femmes, les femmes au foyer aussi, il me semble. Voilà. Donc on est dans quelque chose qui, pour la Colombie, représente tout de même un grand changement pour la classe laborieuse, les classes laborieuses. Voilà. Et alors cette volonté avait été bloquée par le Sénat lors d'un vote
fait au forcing en empêchant des sénateurs du camp présidentiel de voter. Et donc, le président avait décidé, puisque le législatif, par des moyens trompeurs, ne veut pas de cette réforme, alors nous allons, comme le prévoit la Constitution, en cas de bagarre entre l'exécutif et le législatif, de recourir au peuple, de convoquer un référendum. Voilà. Alors évidemment, le Sénat avait refusé toute possibilité de référendum, mais après c'est devenu une bataille juridique qui a permis au président Petro de convoquer un référendum pour le 7 août par décret présidentiel. Et là, ça a expliqué un peu le rapport de force. C'est pareil, les attentats à Cali n'ont pas été éclaircis encore. Qui les a fait? Alors pareil, dissidence des FARC, le narco, bon, ça c'est pas clair encore. Néanmoins, ils ont eu lieu. C'est 24 attentats à la bombe, hein, quand même. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. 8 morts, je crois, et quelques dizaines de blessés, si ma mémoire est bonne. Et ça a eu lieu la veille du déplacement du président Petro à Cali pour faire un meeting et promouvoir le référendum du 7 août. Donc évidemment, il n'y a pas de hasard hein, dans le timing. Et on est face, en tout cas, à une opposition, quelle qu'elle soit, au gouvernement Petro qui essaie d'incendier la prairie et de rappeler au président que s'il essaie de passer par décret présidentiel, les cellules terroristes qui ont caractérisé la vie politique colombienne ces 30 dernières années sont encore opératives et pourraient amener un bain de sang. Ça fait partie du rapport de force. Ça fait partie, malheureusement, de la vie politique colombienne. Gustavo Petro est allé à Cali, il a tenu son meeting, il y avait énormément de monde. Hein. Alors les médias avaient tout de suite dit que Petro était mort, qu'il avait plus de soutien, etc. Le gouvernement Petro et ceux qu'il représente, hein, malgré des errances, malgré de la timidité, malgré des erreurs peut-être, malgré des critiques qui viennent même de son propre camp, est toujours vivant, représente un espoir pour les classes populaires colombiennes et est loin d'être mort. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça que les néolibéraux coloniaux colombiens ne veulent pas d'un référendum populaire, parce que au-delà de faire approuver ou pas la réforme laborale, la réforme du travail, du code du travail, ça donnerait des ailes, hein, un renforcement. On verrait que la Colombie humaine et sa galaxie d'alliés qui ont fait le pari de changer les structures économiques et sociales de la Colombie, ont encore un soutien, et évidemment, ça serait la première marche vers l'élection présidentielle de 2026. Voilà. Alors, du coup, comme Petro a fait un coup de pression, il y a eu, alors, on va dire la résistance de la part des institutions, du pouvoir constitué, où laquelle les néolibéraux restent maîtres, à part l'exécutif, et encore. Le président Petro n'a pas perdu la main, on va dire, et a dit, si ça ne passe pas, si vous continuez à bloquer, alors nous irons vers une assemblée constituante, puisque cela veut dire que les structures de l'État ne répondent plus, et nous irons vers une assemblée constituante. Et là, le Sénat a mis de l'eau dans son vin et a finalement approuvé la réforme du Code du travail, en cherchant par là même à empêcher une consultation. Je pense que de toute façon, ça a été annoncé, la consultation aura lieu, puisque le Sénat a aussi voté pour ou contre le référendum populaire du 7 août, et à 52 voix contre 2, ils ont dit non. Sauf que si vous prenez le Sénat, c'est 108 sénateurs, et le pacte historique, c'est-à-dire les partisans du président Petro, n'ont pas participé au vote, c'est-à-dire qu'ils sont minoritaires. 52 votes, ça fait une minorité. Donc la situation en Colombie est tendue. La situation en Colombie politique explique aussi les débordements et les attentats
quel qu'il soit, y compris, je pense, l'attentat contre le sénateur Miguel Uribe. Voilà, c'est la vie politique colombienne. Ça faisait longtemps que j'étais pas allé en Colombie. Je suis bien content d'y retourner à chaque fois, et je pense que j'irai faire un tour pour les élections, les prochaines élections en 2026. Voilà. Tout comme, je vous l'annonce aussi, j'irai aux élections présidentielles de août 2025 en Bolivie. Alors là, ça va être excellent. Je vous renvoie à l'entretien que nous avons fait avec l'avocate Canela Crespo, qui explique la situation politique et économique bolivienne actuellement. C'est important pour comprendre dans quel contexte vont se tenir les élections présidentielles d'août 2025. Voilà pour la Colombie. Je passe à un petit pays, enfin pays, c'est beaucoup dire, je vais dire territoire, parce qu'en réalité c'est une colonie des États-Unis, le Guatemala. Alors le Guatemala a donné le feu vert au Southcom, donc qui est l'armée impériale des États-Unis pour l'Amérique latine et les Caraïbes, pour moderniser le port de Quetzal. Et en plus, le Guatemala paye 63 millions de dollars pour ça. Alors, je vais essayer de vous franciser un peu les termes. C'est comme si, pour moderniser le port de Marseille, on faisait appel à l'armée russe. ou la marine bolivarienne du Venezuela. Alors, j'aime beaucoup les Vénézuéliens, mais ils n'ont rien à faire pour moderniser le port de Marseille. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, non? C'est pas une armée étrangère de venir... alors, moderniser, c'est le mot... c'est le mot, mais en réalité, c'est prendre le contrôle du port de Quetzal, qui est un des principaux ports du Guatemala. Voilà. Alors, pour rappel, le Guatemala, enfin, je disais, je peine à dire le mot pays, c'est plus un territoire, c'est un des 13 derniers pays à ne reconnaître que Taïwan comme interlocuteur légitime de la Chine. D'ailleurs, le président de gauche s'en réjouit encore. C'est un autre monde. Il y a des étudiants qui partent, guatémaltèques, qui sont partis à Taïwan, ils sont très contents. Voilà. Alors, en tout cas, cette mainmise des États-Unis sur le port de Quetzal au Guatemala fait partie de cette guerre des ports que se livrent la Chine et les États-Unis en Amérique latine et dans les Caraïbes. C'est les gros ports de l'Amérique latine, c'est très intéressant. Là, du coup, je vais faire une transition sur le Honduras pour rappeler que le Honduras a aussi un port, le plus grand port d'Amérique latine, d'Amérique centrale, hors Panama, bien évidemment, qui est le port de Puerto Cortés, et qui est un port qu'utilisent les pays voisins, Salvador, Costa Rica, pour exporter des biens, donc à travers à travers le Honduras. Et il y a des projets au Honduras pour créer des réseaux de trains pour faciliter les échanges et les flux commerciaux avec comme embouchure le port de Puerto Cortés, qui a été modernisé il y a pas très longtemps. Alors c'est vraiment intéressant, dès qu'on s'attache au port d'Amérique latine, c'est-à-dire au commerce maritime et fluvial. Je dis fluvial parce qu'il y a des ports énormes, notamment sur le Paraná, qui est ce fleuve qui va du Brésil au Paraguay, en passant par Argentine, Uruguay, et qui débouche et dont 50% des protéines carnées du monde passent par cette route-là, donc c'est énorme. Évidemment, il y a les ports de Santos au Brésil, il y a les ports de Chancay au Pérou, c'est très intéressant. Et alors, en Amérique centrale, dont on parle peu en règle générale, et puis au Mexique, j'inclus le Mexique dans la région, on se pose des questions parce que on a vu que au Panama, il y a la guerre pour le contrôle du canal de Panama. Vous vous rappelez, j'en ai parlé plusieurs fois dans les entretiens, les revues mensuelles précédentes, que il y a eu une vente d'une entreprise hongkongaise, CK Hutchison, qui a vendu 43 ports dans le monde à
BlackRock, à un consortium comprenant BlackRock et un armateur italien. J'ai oublié le nom, vous m'excusez. Dans les 43 ports, il y a les 2 ports aux 2 embouchures du canal de Panama, les ports de Balboa et de Cristobal. Ça a fait énormément de bruit en Chine. Les Chinois ont plus que froncé les sourcils, puisqu'il s'agit quand même d'une entreprise de Hong Kong, hein, qui vend à l'ennemi, étant en tout cas un gouvernement hostile qui avait dit qu'il allait interdire les bateaux chinois sur le canal de Panama, etc. Je parle évidemment du gouvernement Trump. Et donc, l'instance de régulation chinoise avait bloqué la vente. Hein. Et là, on a peut-être un dénouement. Alors, c'est pas moi qui le dit, hein, c'est Bloomberg. Bon. Et en fait, pour essayer de dénouer ce problème, eh bien COSCO Shipping qui est un des plus grands armateurs du monde, hein, qui est chinois, appartenant à l'État chinois, qui est entre autres propriétaire du port de Chancay au Pérou, COSCO Shipping pourrait rentrer dans le consortium formé par l'armateur italien BlackRock et donc COSCO Shipping, donc un consortium formé par les 3 et qui gérerait, entre autres, les ports de Balboa et Cristobal aux embouchures du canal de Panama. Voilà. Néanmoins, les tensions, il y a une recrudescence des tensions pour le commerce maritime mondial autour du canal de Panama. Et donc, il y a d'autres pays qui essaient d'apporter des solutions. Là, on voit avec Puerto Cortés qui essaie d'être... avec toute une série de réseaux ferroviaires de transport de fret jusqu'au port pour l'Amérique centrale. Et puis, on n'oublie pas aussi le canal sec fait par le Mexique dans l'isthme de Tehuantepec, donc qui permet aux bateaux d'arriver, de charger du côté atlantique, de charger sur des trains et qui amène au port du côté Pacifique. Voilà, c'est déjà en route, hein, il y a déjà ça marche déjà. Et puis on n'oublie pas non plus le canal que le Nicaragua voulait construire un peu en alternative au canal de Panama. Voilà, ça sèche comme les saucisses sèches en plus. Voilà, donc cette question du commerce maritime en Amérique centrale, évidemment, très importante. Alors j'étais au Honduras initialement, je fais un petit détour par le Panama, c'est juste à côté, donc ça va, on revient vite, pour vous annoncer qu'une nouvelle candidate du camp national populaire a été désignée par le parti Libre. Alors le parti Libre, c'est le parti de l'ancien président Zelaya, qui avait été destitué par un coup d'État en 2009, et c'est le parti aussi de la présidente actuelle, Xiomara Castro, accessoirement d'ailleurs l'épouse de Monsieur Zelaya. Et donc pour les prochaines élections qui auront lieu le 30 novembre 2025, à la fin de l'année, eh bien c'est Rixi Moncada qui a été désignée, une autre femme donc, qui a une grande expérience au sein de l'État hondurien, puisque elle a été présidente de la compagnie d'électricité lorsque Zelaya était président. Je crois que c'était en 2008 et 2009 qu'elle a été présidente de la compagnie d'électricité. Puis, sous le gouvernement de Xiomara Castro, elle a été ministre de la Défense et ministre des Finances. Voilà, donc on a un cadre de la haute fonction publique qui va se lancer pour continuer l'expérience nationale populaire de construction de l'État, de redistribution des richesses dans un pays qui était marqué par un néolibéralisme fulgurant et une collision entre les narcos et le pouvoir en place. Hein. Je rappelle que l'ancien président du Honduras, Juan Orlando Hernandez, est en prison aux États-Unis pour lien avec le narco. Alors d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est rigolo parce qu'il y a quelques années, il avait tenu un sommet anti-drogue avec Juan Guaido. Juan Guaido, allié des narcos paramilitaires colombiens, et donc Hernandez, qui aujourd'hui pourrit dans une prison aux États-Unis pour lien avec le narcotrafic. Bon, voilà. Ça, c'était pour la petite histoire. Alors, d'ailleurs, une petite histoire qui va me permettre de faire une transition. J'adore ça. Puisqu'on parle de narco, on va en Équateur, qui est un pays qui est complètement ravagé par les cartels de la drogue.
Et alors, c'est assez intéressant puisque le président de facto, hein, je dis de facto parce qu'il y a des suspicions de fraude sur son élection, donc Daniel Noboa, va se rendre en Chine pour une réunion avec aussi le président Xi Jinping qui aura lieu le 27 juin. Alors le 27 juin, il y aura 7 réunions entre le président de l'Équateur et le président chinois. Il y aura aussi la conférence anniversaire des deux rives à Bordeaux à 18h30, 14 rue des Douves, Amérique latine, entre Israël et la Palestine. Venez nombreux. On perd pas, hein, pas une page de pub comme ça. Rapido. Voilà, 27 juin, tac, prenez vos agendas, hein, n'oubliez pas, Noboa en Chine et conférence anniversaire des deux rives à Bordeaux. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que on vous a annoncé il y a depuis plusieurs mois que le nouveau gouvernement Trump aux États-Unis est en guerre commerciale avec la Chine. Ça, on vous l'annonce pas nous, c'est manifeste. Mais n'empêche, les répercussions en Amérique latine, ce qu'on vous a annoncé, c'est que dans un premier temps, ils ont reconquéri, on va dire, les vassaux d'Amérique centrale. Hein, ils les ont mis au pas. Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador. Et dans un deuxième temps, le gouvernement Trump s'en est pris aux colonies, c'est-à-dire aux gouvernements qui sont des pions, hein, littéralement des États-Unis dans la région, mais qui commercent avec la Chine. Et là, on vous annonçait depuis plusieurs mois le Chili, le Pérou et l'Équateur. Alors, dans le cas du Pérou, ça a été totalement manifeste. Hein, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense péruvien ont été convoqués par le ministre de la Défense des États-Unis, qui leur a sommé de désignifier l'économie péruvienne. Et donc, on s'attend à ce que ça soit pareil dans les pays que je viens de vous citer. Et donc là, Daniel Noboa sera en Chine, alors on verra. Parce que ça, ce que je peux vous assurer, c'est qu'une coexistence, comme ça a pu se passer jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des gouvernements totalement contrôlés par les États-Unis, qui ont des présences militaires dans le pays, qui ont infiltré les services policiers, de justice, voire même les services secrets, mais dont l'économie dépend de la Chine, ça va pas être possible avec le gouvernement Trump. Il va falloir faire un choix. D'ailleurs, Trump l'a annoncé, on vous l'a dit dans la précédente vidéo. Donc on va voir qu'est-ce qui va résulter de ce voyage. Soit Noboa persiste à approfondir les relations avec la Chine, et alors là, je pense que la DEA va rentrer en action pour révéler les liens, en tout cas du secteur de la banane dont le président Noboa est issu avec le narcotrafic, non, essayer de le faire tomber par ce biais-là, ou alors Noboa va tenter d'établir une nouvelle relation économique avec le géant asiatique. On verra le 27 juin. En réalité, on le verra le 28, parce que le 27 juin, comme vous le savez, c'est la conférence anniversaire des deux rives. Voilà. Alors, toujours dans l'Amérique latine et le monde multipolaire, un petit mot, parce que la présidente du Mexique, qui était au sommet du G7, s'est réunie avec le président indien Modi. Voilà, et visiblement pour renforcer les relations entre leurs deux pays, notamment pour Madame Sheinbaum, depuis le point de vue mexicain, pour renforcer les liens dans le domaine des sciences et de la technologie. Ça, c'est intéressant, hein, parce que voilà, ça décentralise, c'est plus uniquement l'Occident qui est pourvoyeur de sciences et technologies. Voilà, Madame Sheinbaum renforce la coopération avec l'Inde sur ce sujet. Et puis, le président Modi a fait lui aussi des déclarations, et notamment dit que les relations aussi, au-delà des sciences et de la technologie, se renforceront dans le domaine de l'agriculture, des semi-conducteurs, des minerais, bien évidemment, et de la santé. Voilà, donc un renforcement. Chine, Mexique. Et donc, pour reparler du Mexique, c'est très intéressant, puisque le Mexique l'économie est complètement imbriquée avec les États-Unis. Hein. Alors, depuis très longtemps, on va dire, mais
encore, ça s'était renforcé encore plus avec le traité de l'ALENA, donc 94, qui est traité de libre-échange entre le Mexique, les États-Unis et le Canada. Et les dernières réactions du gouvernement Trump, non, on jetait un froid un peu, un des partenaires n'est pas très fiable. C'est-à-dire, dans un traité de libre-échange, poum, il y a des droits de douane qui tombent, etc. Et le Mexique, bien conscient que son économie est quand même imbriquée, commence un peu à regarder ailleurs, et notamment à regarder vers le sud, vers cet immense continent qui s'appelle l'Amérique latine, alors que les yeux du Mexique, jusqu'à maintenant, étaient plutôt tournés vers le nord. C'est un point, évidemment, très important, surtout si, dans le même temps, le Brésil arrête de regarder l'océan et se tourne lui aussi vers le continent latino-américain pour renforcer la complémentarité des économies, l'intégration régionale. Là, un point, le Brésil est en train de construire des routes d'intégration en Amérique du Sud. C'est une très bonne initiative. Espérons que ça se consolide dans le temps et que l'Amérique latine, finalement, passe un peu des discours au fait. Le Brésil, d'ailleurs, on peut évidemment saluer ça, a réalisé un sommet Brésil-Caraïbes, donc les pays de la Caraïbe, dans lequel, évidemment, le président Lula a comme on dit, a défendu, en tout cas, s'est fait l'avocat de la situation en Haïti, en disant il faudrait trouver des mécanismes pour que Haïti arrête, je reprends les mots de Lula, d'être le martyr des Caraïbes, tout ça parce que il a été le premier pays à s'émanciper du joug colonial. Voilà. Allez, effectivement, la France a quelque chose à voir aussi là-dedans, bien entendu. Toujours est-il que le Brésil essaie de renforcer ses liens diplomatiques avec les Caraïbes. On espère aussi qu'ils se tournent vers l'Amérique latine, en tout cas vers l'Amérique du Sud, qu'ils regardent aussi vers le Mexique. On est dans un moment charnière de la géopolitique mondiale et les conséquences pour l'Amérique latine et les Caraïbes doivent tirer parti de ce rebattement de cartes, évidemment, au niveau mondial. Voilà. Évidemment, je ne peux pas finir sans un mot sur le Venezuela, puisqu'il y a eu des élections au Venezuela, élections législatives et régionales. Alors, 3 pourquoi. Déjà, c'est un raz-de-marée de chavistes. Pourquoi? 58% d'abstention. Pourquoi? Je vais répondre. En fait, il n'y a pas 3 pourquoi, il n'y en a que 2. Alors, 58% d'abstention. C'est alors, je vais d'abord raz-de-marée de chavistes. Pourquoi? Bon, ça, c'est le plus simple. D'une part, alors pourquoi raz-de-marée? Donc, ça fait 256 députés chavistes et alliés et 29 d'opposition. 22 gouverneurs du PSUV, 1 d'opposition. En pourcentage des votes, je crois que c'est 82% du chavisme. Et alors, je crois que nous sommes à peu près un peu moins de 6 millions de voix. Voilà. Alors, on va bon, là, alors pourquoi? C'est très simple. D'une part, et là, c'est parce que c'est une élection qui n'attire pas les foules historiquement. Historiquement. Là, on est à 58% d'abstention. Alors, c'est beaucoup, mais ça s'explique. Je vais vous dire les chiffres de l'abstention depuis 93. Pour les élections législatives, pour les présidentielles, c'est entre 75 et 80%, sauf pour les 2 dernières élections, compte tenu de la migration vénézuélienne, les appels au boycott de l'opposition. Mais pour en 1993, 40% d'abstention. Donc, élection législative. 1993, 40% d'abstention. 1995, 54% d'abstention. 1998, 47% d'abstention. 2000, 44% d'abstention. 2005, avec un appel au boycott de l'opposition,
74% d'abstention. 2010, 34% d'abstention. 2015, 26% d'abstention. Il y a eu une plus forte participation. 2020, 70% d'abstention. Et 2025, soit 58% d'abstention. Donc on voit une constante. Hein. C'est pas une élection qui attire les foules. Qui plus est, il y a une population migrante qui n'a pas pu voter, hein, qui est autour de 20% du corps électoral. Et puis, il y a eu aussi un appel au boycott d'une partie de l'opposition. Et l'opposition la plus radicale, qui n'a pas voulu participer, et puis l'opposition qui joue le jeu de la démocratie, qui pense qu'à un moment donné, ils arriveront à reconquérir le pouvoir par les urnes. Celle-ci a participé, donc évidemment, on pense à Enrique Capriles Radonski, qui a été candidat de l'opposition en 2012 et en 2013 à l'élection présidentielle. Capriles Radonski, qui à un moment donné a été formé, faisait partie de ce camp radical de l'opposition, mais qui avec les années s'est recentré, et Capriles Radonski donc s'est présenté et a gagné. Il est donc député dans la nouvelle assemblée. Donc peut-être que voilà, on va voir se reconstituer un leadership autour de la figure de cette personnalité dans les années qui viennent. Voilà. Alors les Vénézuéliens n'ont pas que les votes à l'Assemblée, hein, c'est une partie du système électoral. Il y a toute une démocratie participative. Il y a eu des votes aussi dans les communes, dans les conseils communaux pour voter pour des projets productifs. On en a déjà parlé, on a fait des reportages. Je vous renvoie sur cette chaîne YouTube aux anciennes revues ou aux reportages que nous avons fait sur le sujet. Et puis, il y aura les élections de maire qui auront lieu fin juillet. Voilà. Donc, fin juillet, c'est, si je suis bon, je crois que c'est 367 mairies qui auront, et des conseils municipaux, voilà, qui auront des nouveaux maires, encore une fois, une nouvelle élection dans la démocratie électorale et participative vénézuélienne. Voilà, je reste au Venezuela pour la licence de Chevron. Alors, on sort pas du thème. Je rappelle que Donald Trump oscille sur le Venezuela en ce moment, ça pourra changer, mais oscille entre une politique inspirée des fanatiques représentée par le camp de Miami de Marco Rubio, donc du secrétaire d'État, et le camp des pragmatiques autour d'un diplomate qui s'appelle Richard Grenell. Et alors, le camp des pragmatiques cherche, alors sans évidemment reconnaître ni avaliser le gouvernement de Nicolas Maduro, mais en tout cas cherche à reprendre des échanges, en tout cas pour le pétrole, et avoir un canal de communication permanent, notamment pour que le Venezuela réaccepte ces migrants expulsés par les États-Unis. Voilà, ça c'est le camp pragmatique. Le camp fanatique, c'est à la vie, à la mort, détruisons le Venezuela, faisons-le souffrir, renforçons les sanctions, et au besoin, bombardons-le. Voilà. Et en fait, ça oscille. Hein. Alors, le mois dernier, c'était en faveur des fanatiques. Ce mois-ci, visiblement, il y a eu une licence secrète qui permet encore à l'entreprise pétrolière Chevron d'exploiter et de commercialiser le pétrole vénézuélien. Et pour le gouvernement des États-Unis, ça permet toutes sortes de pressions et de marge de manœuvre sans être acculé au secteur fanatique. Donc on est dans de la politique politicienne. Hein, je pense que là, vu ce qui se passe en Ukraine, vu ce qui se passe au Proche-Orient, le Venezuela n'est pas la priorité pour le gouvernement Trump. Voilà. En revanche, ça ne veut pas dire que tout s'arrête. Hein. C'est pas parce que c'est une priorité que les opérations sales s'arrêtent et que les États-Unis vont laisser la révolution bolivarienne continuer de vivre, de respirer normalement. Les sanctions continuent à essayer d'étouffer l'économie vénézuélienne, et les opérations sales se poursuivent avec la capture de mercenaires et d'armements venant de Trinidad et Tobago. Alors la moitié ne sont pas des Trinidariens. Tiens, je me suis jamais fait la question, je me suis jamais posé la question, comment appelle-t-on les habitants de Trinidad et Tobago? Mettez-moi ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Vous m'avez pris en flagrant délit d'hésiter, Trinidariens, je veux dire, on va voir.
Alors la moitié, en fait, sont des Colombiens, hein, mercenaires colombiens. Tiens, d'ailleurs, j'ajoute que le tueur à gages qui a été arrêté en Colombie, donc de 14 ans, son père est actuellement sur le front ukrainien avec les Ukrainiens en tant que mercenaires. On voit un peu la famille, non? Et alors, ça a fait une crise diplomatique entre les deux pays, entre Trinidad et Tobago et le Venezuela, parce que le Venezuela a dit qu'est-ce qui se passe, non? Ils ont commencé à critiquer, mais bon, la crise s'est rabaissée. Le Trinidad se sentait offusqué que le Venezuela dise que le gouvernement aurait pu prendre parti à cet entraînement du militaire. Bon, bref, chacun a mis de l'eau dans son vin. La crise n'est pas escaladée. Toujours est-il que on voit que ça s'arrête absolument jamais. Hein. Je vous renvoie aussi à un article que nous avons publié sur les deux rives il y a quelque temps. Vous le recherchez. Chronologie des actions militaires contre le Venezuela que nous avons arrêté en 2022 ou 2023 parce qu'il y avait eu une baisse. Non, ça s'était un peu calmé, mais je crois qu'il va falloir qu'on le reprenne et qu'on l'actualise parce que depuis quelque temps, il y a de plus en plus de mercenariat, de paramilitarisme qui cherchent à créer des attentats, voire assassiner des hauts responsables du chavisme au Venezuela. La plupart sont déjoués. Hein. Les services secrets vénézuéliens sont très bons là-dessus. Voilà pour ce mois. Je voudrais terminer sur un petit deux poids deux mesures. Voilà. Puisque j'ai regardé en Côte d'Ivoire, alors vous allez dire, tiens, tu vas très loin de ton domaine. Oui, c'est vrai. Mais je regardais une nouvelle. En Côte d'Ivoire, 4 figures de l'opposition ont été empêchées de participer aux élections sous des motifs totalement futiles. L'un d'eux, c'est quand même Laurent Gbagbo, qui était l'ancien président de la Côte d'Ivoire. On connaît l'histoire de Laurent Gbagbo, hein, qui a été faussement accusé, emprisonné, puis libéré par la suite, juste pour s'opposer aussi à l'impérialisme. Donc, 4 figures de l'opposition empêchées de participer aux élections. Depuis 2011, le président, c'est Alassane Ouattara, qui envisagera peut-être de se représenter. Vous en avez entendu parler dans les médias? Parce que Maria Corina Machado, au Venezuela, elle était empêchée de participer pour des raisons très simples, puisqu'elle a, d'une part, accepté d'être représentante diplomatique d'un pays étranger sans en demander l'autorisation à l'Assemblée nationale. Donc ça, c'est une des raisons. Et c'est sanctionné par la loi vénézuélienne, bien avant Maria Corina Machado. La deuxième élection, c'est qu'elle a appelé au coup d'État, au renforcement des sanctions. Et donc ça, évidemment, ça lui a quitté certains de ses droits civiques. Donc là, pour le coup, c'est totalement explicable. Pourtant, les médias en ont fait un scandale. En revanche, dans le pays de leur associé Alassane Ouattara, qui est complètement la botte des Occidentaux, évidemment, cette nouvelle est passé plutôt inaperçu. Voilà, un petit deux poids, deux mesures. C'est toujours bon de rappeler. L'autre deux poids, deux mesures, j'aime bien aussi toujours rappeler. On a entendu que Lula a sommé Trump de ne pas s'ingérer dans les affaires du Brésil. Qu'est-ce qu'ont dit les États-Unis? D'abord, ils ont menacé le magistrat Alexander de Moraes, qui s'occupe donc magistrat de la Cour suprême, qui s'occupe du cas Bolsonaro. Bolsonaro est jugé pour tentative de coup d'État, hein, il risque de la prison. Donc les États-Unis ont fait une ingérence absolument honteuse, et Lula a tout à fait raison de critiquer que aucun pays étranger ne peut s'ingérer dans les affaires internes du Brésil, tout en oubliant un peu son ingérence honteuse dans les affaires vénézuéliennes lors des dernières élections présidentielles. Voilà. Ceci étant dit, je vous invite à mettre les pouces bleus, machin, à partager cette revue du mois, à mettre vos questions en commentaire, à nous dire si vous voulez qu'on parle d'un pays en particulier. Je sais, j'ai toujours cette interview à faire avec des camarades haïtiens. Je l'ai sous le coude, ne vous inquiétez pas. J'y pense encore. Voilà. Mais tenez-nous au courant, partagez l'entretien, soutenez-nous, venez à la conférence anniversaire du 27 juin. Si vous ne pouvez pas venir, envoyez vos amis, voilà, on vous tiendra au courant. Et puis, au mois prochain. Merci beaucoup.